C'est à 9 ans, j'ai fait mon premier robot. J'ai fait un robot pour faire le lit. C'est devenu un petit gourou de l'informatique. Enfin, ça s'appelle un pirate, en fait. Et tu t'es fait prendre une fois ou pas? Jamais. Il faut arrêter de collaborer avec une autre URA, une unité de recherche, parce que sinon, ils vont finir par avoir plus que nous. Le monde idéal de la recherche s'est effondré. Et j'ai cherché par tous les moyens à partir. Je suis arrivé en Silicon Valley. Je vois tous ces scientifiques que j'ai cités dans ma thèse. Et ils discutent alors qu'ils sont dans des boîtes différentes. Ils se battent à coups de milliards, les boîtes. Je pense qu'on va vendre The Assistant, c'était la série à l'époque, à Steve Jobs. Il a tombé devant le truc sortir, un peu de mourir. Orb, 17 millions d'utilisateurs. HP, 85 millions d'imprimantes vendues en un an. 500 millions avec Apple. Et puis, avec Samsung, on parle de milliards maintenant. Mon motto, c'est « Je fais des trucs pour les vrais gens ». Bienvenue dans Let's Talk About You, le podcast qui part à la rencontre des hommes et des femmes qui influencent la trajectoire d'entreprises renommées. Nous connaissons leur société, mais nous ne connaissons pas leur nom. Nous utilisons leurs services, nous consommons leurs produits. Ils prennent des décisions qui influencent nos vies. Mais qui sont-ils? Nous allons le découvrir ensemble. Je suis Homéric Dessart, entrepreneur, auteur et podcasteur. À travers ces échanges, je souhaite mettre en avant la personnalité de celles et ceux qui ont tant à nous raconter. Toutes les 2 semaines, retrouvez un nouvel épisode sur votre plateforme favorite. Pour les recevoir directement, je vous invite dès à présent à vous abonner. Très bonne écoute! Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Luc Julia, un pionnier de l'intelligence artificielle et l'actuel directeur scientifique de Renault. Né à Toulouse en 1966, Luc s'est passionné très tôt pour l'électronique et l'informatique, construisant dès l'âge de 9 ans un robot capable de faire son lit. Il a poursuivi des études en mathématiques et informatique à l'université Pierre et Marie Curie avant d'obtenir un doctorat à l'École nationale supérieure des télécommunications de Paris. Sa carrière l'a mené aux États-Unis, où il a travaillé au MIT et au SRI International, contribuant au lancement de Nuance Communications, leader mondial de la reconnaissance vocale. Il est également l'un des cofondateurs de Siri, l'assistant vocal d'Apple. Après des passages chez Hewlett-Packard et Samsung, où il a occupé le poste de vice-président chargé de l'innovation, Luc a rejoint Renault en 2021 en tant que directeur scientifique, avec pour mission d'insuffler une culture technologique au sein du groupe automobile. Auteur du livre « L'intelligence artificielle n'existe pas » chez First, Luc Julia est reconnu pour sa vision pragmatique de l'IA, préférant parler d'intelligence augmentée et critiquant les discours alarmistes sur le sujet. Prêt ou pas pour ce nouvel épisode? C'est parti! Bonjour Luc! Bonjour mec. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Petite question, parce que tu tu parcours le monde entier. Où es-tu? Je suis à Paris. Ça explique le pull. Exactement. Mais il y a quelques heures, j'étais à San Francisco et j'avais chemise hawaïenne. La fameuse. Luc, première question que je pose à tous mes invités. Est-ce que l'on peut se tutoyer? Pas de problème. Merci beaucoup. La deuxième question que je pose à tous mes invités. Quel est ton état civil? Luc Julia. Et la troisième question. Quel est ton souvenir d'enfance le plus lointain? Alors je peux pas exactement me situer mais je pense que j'étais au CP ou juste avant le CP ou au CP et c'est quand ce cher Éric Tinel m'a poussé du haut des escaliers de mon école. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? C'était mauvais, très mauvais. J'ai fait rouler boulet jusqu'en bas. Il y avait, je sais pas, alors j'imagine là dans mon imaginaire, ma recollection, ça allait être un escalier de 1000 marches à peu près, mais je pense qu'en vérité, il y en avait 12, et donc je suis arrivé en bas comme une crêpe. Voilà. Et Éric Suivant. Tinel, je me rappelle, non, je me suis pas rangé, je sais plus trop après ce qui s'est passé, mais je me rappelle de son nom. Je pense que c'est une des seules personnes dont je me rappelle du nom du CP. Enfin, c'est pas tout à fait vrai parce que j'ai eu des vrais copains de cette époque-là et que je vois toujours. Et je me rappelle également de leur nom parce que je les vois régulièrement. Et alors, où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu as grandi géographiquement? Je suis né à Toulouse, et donc j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Pibrac, qui est à côté de Toulouse. Et donc l'école communale de Pibrac, c'était dans le centre de Pibrac, c'est plus là maintenant, mais c'est là où il y avait donc ce fameux escalier de 1000 marches.
Tu y es retourné depuis? Oui, oui, je suis retourné plein de fois, en fait. Et alors, tu restes jusqu'à quel âge dans ce petit village? 11 ans. Tu y fais toute ta scolarité? Enfin, jusqu'à 11 ans, oui. Jusqu'à J'ai 11 pas ans? passé le bac à 11 ans, mais oui, jusqu'à 11 ans, j'ai fait ma scolarité là. École primaire et puis les premières années du collège. Et voilà. Tu savais déjà ce que tu voulais faire? Ah oui, ça, je savais. À 5 ans, je bassinais mes parents en disant que je voulais être chercheur au CNRS. 5 ans. Non, donc c'était un peu compliqué, mais bon, je sais pas pourquoi, j'imagine, j'avais entendu, mes parents étaient enseignants, toute ma famille, c'est des enseignants. Et donc j'imagine que j'avais entendu ça, mais je disais que je voulais être trouveur au CNRS, pas chercheur. Et ouais, j'ai commencé très tôt à bricoler, à faire plein de trucs, et donc je savais très bien que je voulais bricoler. Et tes parents avaient un ordinateur ou non, c'est toi qui, Alors tu vois, je vais pas donner mon âge, mais les ordinateurs n'existaient pas, à ce moment-là, tu vois? tu en J'ai eu mécanique? mon premier ordinateur, et j'avais 11-12 ans justement quand j'ai eu mon premier ordinateur. C'était quand ça commençait les tout premiers ordinateurs. Pour ceux qui connaissent le PET 2001, de Commodore, c'était avant le Commodore 64 ou 128 que dont plein de gens se rappellent, mais le PET 2001 était un ordinateur très intéressant avec 4 kilos de mémoire. Et j'ai eu la chance, par l'école de ma mère, parce qu'elle était directrice de l'école, donc de pouvoir accéder à ça. Et je me suis formé à partir de 11 ans à peu près là-dessus. Mais avant ça, je faisais de l'électronique et je faisais surtout ce que j'appelais de l'électricité, où je me suis électrocuté plusieurs fois. Enfin, c'était sympa. Mais c'était juste pour bricoler, pour faire des trucs. C'est à 9 ans, j'ai fait mon premier robot. J'ai fait un robot pour faire le lit. Parce qu'à l'époque, c'est pas comme vous, là, aujourd'hui, les jeunes, là, vous l'avez facile, vous mettez une couette, vous faites et puis c'est terminado le lit. Nous, à l'époque, c'était, le drap de dessous, le drap de dessus, la couverture et puis après il fallait border. Et au bout d'un moment, moi, ça m'a saoulé, et donc il faut ça tous les matins et j'ai décidé de faire un robot qui allait faire ça à ma place. Et alors le robot, j'ai mis, des dizaines et des centaines d'heures à le faire, hein, donc j'aurais pu faire mon lit, 40 000 fois à peu près. Mais bon, voilà, j'ai fait mon robot, j'ai déchiré les draps, je me suis fait engueuler, mais au moins je me suis bien occupé avec ce robot. C'était assez sympa et j'ai un regret dans ma vie, dans cette période-là de ma vie, c'est que j'ai pas de photos de ce robot. Ouais. Et il était magnifique, il était affreux, hein. C'était un moteur d'aspirateur, qui avait transformé la rotation en translation pour pouvoir faire en sorte que ça borde donc le long du matelas. Mais surtout, il avait une main avec à l'intérieur, donc c'était un morceau de bois, mais qui était avec de la mousse et un gant, et donc un gant blanc. Et c'était Walter, quoi, hein, Il avait de la euh, classe. il avait la classe, quoi. Mais bon, il a jamais bien marché, en fait. Donc tu as dû refaire ton lit. Et aujourd'hui, Donc, dis-moi, ouais, tu as 5 couches aussi ou tu as juste une couette? donc ouais, pas débile. Mais il est fait quand même tous les matins. Hem, Quand tu arrives au lycée, donc j'imagine tu fais une ES, l'équivalent? Ouais, c'était C à l'époque, ouais, mais ouais. Ouais. Mmh. Et qu'est-ce que tu décides pour tes études? Qu'est-ce que tu choisis de faire? Bon, alors, c'était un peu compliqué parce que je faisais du sport de haut niveau en même temps. D'accord. Donc, Qu'est-ce que tu faisais? je faisais de l'athlétisme, hein, du lancer de disque. D'accord. Et donc, je m'entraînais beaucoup, 4-5 heures par jour. Donc, j'adorais ça, et donc faire les 2 en même temps, c'était un peu compliqué, mais bon, j'ai décidé de continuer à faire des maths parce que j'avais bien compris que ce qui était important pour comprendre les ordinateurs, pour les leur faire faire ce qu'ils ont envie de faire, il fallait que je comprenne un peu les maths. Donc, j'ai fait des maths, j'ai fait un DUG de maths, puis licence, maîtrise de maths.
Et puis après ça, j'ai fait des DEA. Alors ça n'existe plus, je crois, ça, mais c'est diplôme d'études approfondies. Je dis D parce que j'en ai fait deux. Euh, Parce que j'en ai fait un pour mon armée, parce qu'à l'époque aussi, en plus de faire le lit, il fallait faire l'armée. Ça allait Mais, ensemble. mais voilà, ça allait un peu ensemble. Et donc j'ai fait deux. C'était la première fois, c'était les premières années où il y avait des cours d'informatique qui commençaient à arriver. Bon, j'avais pas vraiment besoin parce que donc je faisais de l'informatique depuis déjà une bonne dizaine d'années tout seul de mon côté, et puis c'est devenu un petit gourou de l'informatique, enfin ça s'appelle un pirate en fait. Et, donc bon, je maîtrisais les ordinateurs super bien, mais je me suis mis à faire un peu de théorie aussi, donc faire ce fameux DEA. Puis après, je suis rentré à l'ENST, l'École nationale supérieure de communication de Paris, pour faire une thèse. Donc une thèse en euh, Computer Human Interaction, comment on dit ça, interface homme-machine. Interaction. Ouais. Interface homme-machine, donc pour justement que les machines nous comprennent et pour qu'on comprenne les machines. Et surtout pour que les machines nous comprennent et comprennent les signaux humains naturels, comme la voix, les gestes, les choses comme ça. Donc c'est ce qui vous donnera plus tard quelques, quelques virages normaux à ma carrière. Et j'allais dire les militaires, mais l'armée, t'as pas vu comme un candidat à recruter dans ses rangs? Si, si, bien sûr. Bah, j'étais. Il y a des trucs qui sont prescrits, je pense, mais quand je dis j'étais un pirate, j'étais un vrai pirate. Euh, donc, on recherche aujourd'hui dans les groupes de cybersécurité en France et partout ailleurs, c'est des pirates et c'est des gens qui sont capables de mettre dans des situations compliquées les systèmes informatiques. Moi, j'étais capable de mettre dans des états très compliqués les systèmes informatiques. Et en l'occurrence, le Minitel à l'époque. Donc, il y avait pas vraiment, il y avait pas Internet encore, accessible à tout le monde. Et donc, mes exploits de piratage étaient essentiellement à travers le Minitel. Et tu t'es fait prendre une fois ou pas? Jamais. Jamais. Bah voilà. C'est pour ça qu'à l'armée, j'étais dans une unité un peu spéciale. D'accord. C'est comme ça qu'on reconnaît les meilleurs, ils se font pas prendre. Ah ouais, je l'ai fait prendre. C'est pour ça que je dis pas non plus trop ce que j'ai fait, parce que Il y a prescription, on l'a dit. j'espère que c'est prescrit, mais je sais pas. Donc je ne vais pas m'étaler dessus. Faut t'avouer à moitié pardonné, c'est bon. Ouais, enfin, que je sais pas. Bon, ceux qui ont les droits du Minitel nous se manifestent. Et qu'est-ce que tu as fait après? Alors, donc, tu as cherché un job, j'imagine. Comment ça s'est passé? T'avais Donc vite cherché, mon rêve le CNRS? ouais, du CNRS, c'est enfin là, d'accord, parce que je rentre dans un labo du CNRS pour faire ma thèse. Et donc, bah, super content, c'est le CNRS, quoi. C'est pour enfin trouver des trucs, jusqu'à ce que je sois déçu. Donc, ma deuxième plus grande désillusion, après celle quand j'avais 9 ans de ne pas avoir fait la photo du robot, là maintenant, mon autre désillusion, c'est pas du tout que j'espérais. Mmh. Alors bon, je vais parler d'un temps d'il y a 30 ans, hein, donc c'est peut-être plus comme ça maintenant. Mais à ce moment-là, au bout d'un moment, ma chef me dit, directeur 1 du CNRS, j'adore, chercheur 1, chercheur 2, directeur 1, directeur 2, directeur hors cadre. Bref. Donc ma chef, directeur 1 du CNRS, me dit au bout d'un moment, écoute, t'es gentil, mais il faut arrêter de collaborer avec une autre URA, une unité de recherche, et ça s'appelait une URA, à Grenoble, parce que sinon, ils vont finir par avoir plus de sous que nous. Alors là, mon idéal, mon idéal de la recherche, de ce que c'est, enfin, de ce qu'est la collaboration, en fait, on va voir certainement plus tard. Mais ce que j'adore, c'est collaborer. C'est comme ça que je pense qu'on fait des trucs. Bah, cet idéal s'est effondré. Et j'ai cherché par tous les moyens à partir.
Ça n'a pas été très compliqué, en fait. J'ai eu la chance de pouvoir décrocher un stage à, à, au MIT, à Boston. Et donc, tout en continuant ma thèse avec cette personne, je suis parti là-bas. Euh, et donc, c'est là où ça a commencé. C'est Tu as là où ça a découvert un nouvel vraiment commencé. environnement, quoi, un nouveau monde. Bah, le MIT, bon, c'est un truc de débile profond, hein. Donc, c'est absolument extraordinaire. Avec un petit caveat, je suis arrivé au mois de juin. C'était super chouette, Boston, au mois de juin. Et j'ai décidé de repartir au mois d'octobre. Parce qu'au mois d'octobre, c'était pas un pull comme ça qu'il fallait, c'était une dizaine. Et donc là, je me suis dit, les gars, bon, c'est super, je suis super content, mais ça va pas le faire. Moi, j'ai Vous me fort. ramenez le soleil tout de suite. Voilà, donc non, je suis toulousain quand même. Bon. Et donc, j'ai eu la chance, encore une fois, un peu provoqué, mais j'ai eu la chance de pouvoir être appelé en Californie. Là, bon, je suis arrivé dans la Silicon Valley et depuis, je suis collé. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais alors après le MIT? Qui vient te chercher en Silicon Valley? Alors c'est Stanford, c'est un labo qui s'appelle le Stanford Research Institute. Donc là, c'est ma période de recherche, hein. Et j'ai des périodes de 10 ans, hein. Alors, je suis pas Picasso avec le bleu, le rouge, le jaune, tout ça. Moi, je suis un gars de chiffres, donc 10 ans. Et La voix, la donc, vision, tu t'adaptes? euh, ouais, c'est pas que ça, mais surtout, c'est 10 ans et je me dis, genre, il faut qu'en 10 ans, je fasse des trucs. Et donc, j'ai fait 10 ans de recherche et donc ces 10 premières années de recherche, donc il y a le MST, il y a MIT et il y a Stanford. Euh, et donc Stanford me prend comme chercheur, hein, même si j'étais pas, vraiment, j'avais pas vraiment fini ma thèse encore. Mais bon, ils me prennent comme chercheur quand même. Je finis ma thèse là, au bout d'un an à peu près. Et puis donc je passe et ils me prennent, ils m'embauchent. Au bout d'un an, un an et demi après m'avoir embauché, le CEO, le PDG de ce labo de recherche, il vient me voir et il me dit, bah, toi, t'es quand même un peu bizarre. Est-ce que tu veux avoir ton propre labo de recherche? Alors, moi, dans mon esprit de chercheur 1, chercheur 2, directeur 1, directeur 2, directeur hors cadre, ça marchait pas. Tu C'est pas passes possible. directement hors cadre, c'est pas possible. Ouais, je passe directement directeur d'un labo de recherche. Je dis pas non, évidemment, je suis pas débile. Donc je dis bien sûr. J'avais fait la connaissance de mon ami de 30 ans à ce moment-là. Enfin, on était arrivés ensemble au SRI, en fait, à Stanford Research Institute, Adam Chayer. Donc on monte ensemble ce labo qu'on appelle. Alors moi, je suis spécialiste des acronymes, hein. Je suis un professionnel des acronymes. Il faut bien dire les choses. Garder un peu du Cela, CNRS. ce labo s'appelle CHIC, Computer Human Interaction Center. Donc très chic, enfin, très français, très Les machin. Américains ont dû adorer. Ils comprenaient rien. Ils disaient, mais le gars, il est débile. Mais de toute façon, depuis tout le temps, ils me disent que je suis débile, comme d'habitude. Mais ils veulent pas te lâcher. Mais non. Donc voilà, donc on crée Chic. Et Chic, c'est un labo super, en fait. Alors, il faut se remettre dans le contexte. On est dans les années 95-96, quelque chose comme ça. Et c'est le début d'Internet, hein. Ouais. Et donc Chic se spécialise dans les utilisations. Alors, mes deux amours technologiques, finalement, on a touché un tout petit peu, mais c'est les objets connectés, ce qu'on va appeler un peu plus tard IoT, Internet of Things, les objets connectés, donc fameux robot, et c'était dans ma tête un objet connecté, était connecté à moi. Et puis les objets à qui, enfin, l'intelligence artificielle, quoi, ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc c'est vraiment mes 2 amours technologiques. Donc Chic, l'idée, c'était de créer des objets, créer des services, créer des produits qui allaient utiliser ça et donc qui allaient utiliser, cet internet qui arrivait, hein. Et donc on a créé des projets, absolument, enfin, inimaginables pour l'époque, hein. Et donc on a fait des premières mondiales, on a fait un paquet, on a fait le 1er, quand aujourd'hui vous parlez de réalité augmentée, c'est nous qui avons inventé la réalité augmentée.
Ça, c'était avec un projet qui était un projet fabuleux. Ça, par contre, j'ai des images parce que la BBC était venue tourner une émission là-dessus parce que c'était improbable, où je conduisais déjà une voiture avec des lunettes de réalité augmentée qui m'augmentaient donc ce qui se passait autour de la voiture. Donc c'était assez super. Bon bref, Donc on le a cas fait 9 d'usage, c'était projets. quoi? C'était quand tu conduis, tu avais une projection en réalité augmentée au travers Exactement. de tes Bah, lunettes qui te montraient quoi? La direction, qui te alors disait où était je te donne ton... à la direction, oui, parce qu'il faut se remettre. Donc on est en Ouais, ils avaient pas... ils 96-97, étaient... d'accord, mais il n'y a pas de GPS déjà Non, pour c'était commencer. Michelin, la carte Michelin et... Voilà, le GPS n'existe pas. Donc nous, on a volé le GPS dans le sens où on avait le Stanford Research Institute avait des liens avec l'armée américaine, et donc on avait des prémices de ce qui pouvait être un peu un positioning system. Donc, mais bon, ça ne marchait pas vraiment. Mais du coup, on avait effectivement la possibilité de projeter donc dans ces lunettes qui forment un flop, qui nous permettait de naviguer. Mais c'est pas ça le scénario. Il était vraiment autre chose, puisqu'il y avait 9 projets en tout, et les projets étaient interconnectés quelque part. Et donc un des projets, c'était un frigo connecté. Et donc le frigo connecté, à un moment donné, il y a quelqu'un, un complice, qui enlevait la dernière bouteille de lait dans le frigo, et le frigo savait qu'il y avait plus de lait. Et donc, il alertait la voiture pour dire qu'il y avait plus de lait. Et donc, la voiture disait: «Mais, il y a plus de lait à la maison. Est-ce que tu veux, que je te reroute pour aller chercher du lait à Randronikos ou à Safeway ou à je ne sais quoi, pour faire les courses, C'est génial. pendant que tu conduisais le machin?» Voilà, donc c'était le genre de scénario qu'on avait comme ça, et bon, on s'est amusé comme des fous, quoi, hein. C'était du grand n'importe quoi, mais en même temps, on pensait aux vrais gens. C'est-à-dire qu'on se disait, bon là, évidemment, on s'est connecté avec des grosses lunettes, des machins, et j'avais acheté un van perso parce que personne ne voulait payer pour ce truc-là. J'avais acheté un van, il y avait derrière des ordinateurs dans tous les sens, machin et tout ça, donc c'était pas pratique, et on commençait à avoir la vision de ce que ça pourrait être 10, 20, 30 ans plus tard. On va voir qu'il y a certains trucs qui sont sortis vraiment, et qu'on a été très patient. Mais bon, donc la réalité augmentée, c'était ça. Il y a eu effectivement un truc qui s'appelait The Assistant. The Assistant, donc c'était un machin auquel tu pouvais parler, qui pouvait te raconter tout et n'importe quoi, qui est devenu un peu plus tard quelque chose qui s'appelait donc Siri. Et voilà, donc on a fait ces 9 projets qu'on a présentés au monde, en fait, parce qu'on était toujours en ce qui s'appelle le stealth mode là-bas. Stealth, c'est-à-dire caché. Et donc, on a présenté ça le 9 septembre 99 à 9h09 du matin. Donc, 9999 at 9. Il y avait 9 projets, hein, donc ça tombait bien qu'il y ait un 9 septembre 99. Et on avait des 9 partout. Moi, j'aime encore une fois les chiffres. Et 9, 9, 9, 9, 9, on n'était pas loin de 10. D'accord. Donc, c'était sympa. Donc, on a présenté ça. On a eu une presse extraordinaire, en fait, Vous présentiez ça à euh, qui justement? C'était la presse, il y à avait... la presse. Donc, on a fait D'accord. du buzz pour nous. C'est-à-dire qu'on a fait notre pub, hein, il faut être clair. Donc, pour Chic et pour les gens de Chic, on était à peu près 17. Hein, on n'était pas beaucoup. Donc, on était un petit groupe. Mais on était un groupe multidisciplinaire. Ouais. D'où donc l'histoire de la collaboration dont je parlais tout à l'heure. Mais juste pour revenir sur l'arrivée dans la Silicon Valley et la raison pour laquelle, en fait, je suis resté collé, c'est parce que, quand je suis arrivé, bon, j'étais présenté à ce gars là, Adam Shire, donc machin, bon, on était tous les 2 dans au milieu de l'arrivée de Boston, justement, aussi, et bon, on savait pas trop ce qu'il en était de cette Silicon Valley. Et on nous dit, les gars, pour les domaines qui vous intéressent, il y a une réunion tous les deuxièmes mardis du mois, qui s'appelle BKI, donc Bay comme Bay Area et KI comme Computer Human Interaction. Peut-être que j'étais inspiré pour Chic là. Et donc BKI, qui a lieu tous les deuxièmes mardis du mois, vous devriez y aller parce que ça a l'air sympa, c'est à Xerox Park. Bon, déjà, quand tu dis à quelqu'un qui fait de l'informatique depuis qu'il a 1 an et demi, tu vois, Xerox Park, bon, là, tu as les poils, tu vois,
qui C'est comme s'hérissent, si tu etc. va chez Google aujourd'hui, quoi. Va prendre un vélo, va Voilà, faire du vélo chez Google, quoi. c'est un peu pareil. Donc là, on se pointe dans ce truc-là, et moi là, j'ai halluciné, complet. Je vois en face de moi, dans cet amphithéâtre de Xerox Park, je vois tous ces scientifiques que j'ai cités dans ma thèse, que je cite dans ma thèse, ils sont là, et ils discutent. Et ils discutent alors qu'ils sont dans des boîtes différentes, qui se battent à coups de milliards, les boîtes. Ouais. Donc ils sont pas là pour échanger des secrets industriels, mais ils vont échanger assez pour pouvoir faire avancer ce public. Et tu les vois, donc à chaque fois, chaque mardi là, du mois, il y a un nouveau sujet, et ils parlent et ils se battent et ils se battent. Enfin, pas trop, mais c'est vraiment de l'émulation. Ouais, Et c'est là, la moi, je regarde ça, je me collaboration que dis: tu «Mais cherchais absolument. voilà». Et je vois, mais attends, je me dis: «Mais attends, moi, on m'interdit d'un labo de CNRS à un labo de CNRS à collaborer, et là, les mecs, ils sont des concurrents, machin, et c'est la coopétition, c'est la fameuse coopétition, de la Silicon Valley». Et c'est là où j'ai compris l'esprit de cette Silicon Valley qui, que j'admire et que j'adore et que je trouve absolument extraordinaire, et qui la quitte pas malgré tout ce qu'on dit. On n'arrête pas de dire tout le temps: «La Silicon Valley est morte». Ça, les gars, elle est morte, mais nous, on continue quand même, hein. C'était fabuleux. C'était fabuleux et c'est toujours fabuleux. Et j'ai écrit un petit bouquin justement sur ça, qui essaye d'expliquer, les racines de ce machin-là, parce que je n'arrive pas à m'expliquer vraiment, ça n'a aucun sens. C'est impossible de refaire un esprit de la Silicon Valley comme ça. Et j'ai trouvé, je pense, à peu près d'où ça vient et du pourquoi. Mais pour moi, ça vient de cette ruée vers l'or de 1849, où tu avais des gens qui arrivaient partout dans le monde, qui avaient faim, tu vois? Et qui cherchaient la pépite, et qui amenaient chacun, sa pierre à l'édifice, d'accord? Et qui, avec leurs prismes différents, leurs cultures différentes, leurs tout différents, arrivaient à faire en sorte de trouver ces pépites. Et les pépites, après, ça a été le silicone, ça a été internet, ça a été, téléphonie mobile, réseaux sociaux, gna gna gna, gna gna gna. Et donc, et c'est ça la Silicon Valley. C'est un endroit où tu as des gens qui viennent du monde entier, qui sont là pour collaborer sur des choses improbables, qui vont certainement pas marcher, qui sont difficiles à trouver, mais ils essayent quand même. Et voilà. Et donc ça, je trouve ça fantastique. Il y a un chiffre qui est intéressant dans la vallée, c'est, le pourcentage d'ingénieurs non américains. Mmh. Heu, c'est 62. D'accord? Ça veut dire que, alors on est quand même aux États-Unis, si tu compares avec les groupes en général, les clusters dans les autres pays et en France en particulier, si tu veux, à Saclay, par exemple, en France, où on veut que ça devienne la Silicon Valley française, tu as plus de 90 des ingénieurs qui sont, français. Donc, Bon, en réalité, faut pour créer cette faut coopétition, même à Saclay, mélanger, faut voilà, faut réussir à mélanger, et donc avoir ces prismes différents qui regardent des trucs, c'est là où on arrive à inventer des trucs mmh. vraiment incroyables. Donc ça, c'est ce dont je suis persuadé. Maintenant après on peut en discuter. Et voilà, donc cette Silicon Valley, j'y arrive comme ça, et j'y reste, pour créer ces trucs dont j'ai parlé, donc pour Chic, et ce 9999 qui aussi, me fait arriver à ma fin des 10 ans de refaire, d'accord? Parce que l'an 2000, commence une nouvelle période qui est ma période des startups. Bon alors, moralité de cette étape, c'est si vous êtes jeune ingénieur, vous voulez changer le monde, posez pas trop de questions. Si vous voulez rester en France, c'est Saclay, mais vous serez avec 80 90 de Français. Sinon, c'est aller en Silicon Valley Ouais, alors et aller attends, faire de la là, il faut compétition, quoi. faut mettre dans le contexte d'il y a 30 ans, d'accord? Aujourd'hui, je D'accord, dirais pas tout à fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a fait intéressant. quand même des progrès. Il y a eu des choses extraordinaires qui sont passées en France en particulier. Il y a eu la French Tech, il y a eu, la BPI, il y a Mmh. eu, les stations WEF. Donc il y a un esprit, il y a un nouvel esprit d'entrepreneuriat en France qu'on n'avait pas à mon époque, d'accord? À mon époque, quand on était dans les grandes écoles comme le NST ou les mines ou je sais pas quoi, tu avais ta voie toute tracée pour entrer dans les grandes entreprises style France Télécom, ou alors tu rentrais au ministère, des mines, je sais pas si ça existe, et cetera, et cetera. Donc, tu étais coopté par tes pairs. Heu, il y avait très peu de gens qui créaient leur boîte à l'époque, ou qui voulaient Aujourd'hui, créer c'est des plus le cas. boîtes, ou qui voulaient faire des trucs un peu différents.
Aujourd'hui, on me dit, alors j'ai pas les chiffres officiels, mais on me dit que dans les écoles françaises, dans les grandes écoles françaises, plus de 50% des étudiants, veulent soit rentrer, soit créer leur propre boîte, soit rentrer dans les startups à l'issue de leurs études. Ce qui est encourageant parce que je suis Ouais, persuadé que c'est le bon moment quand tu es jeune, de faire des trucs extraordinaires. Donc que je leur recommande pas d'aller dans la Silicon Valley pour aller dans la Silicon Valley ou d'aller, quelque part pour aller quelque part. Mais, c'est bien de former la jeunesse et d'apprendre l'anglais, ça c'est chouette. Mais on peut faire des trucs en France aussi et on a plein d'exemples et de aujourd'hui et plus en depuis plus. 2013. Alors, on revient sur Chic. Chic, ça a duré quoi, 9 ans? C'est qui a duré, 7 ans. Et qu'est-ce que tu fais après? Donc après, on est, 1er janvier 2000, et là je quitte SRI avec Adam. Et je crée, un incubateur. Un OK. incubateur pour créer des startups. Parce que mon objectif, c'était pas de créer une startup parce que, bon, là, j'ai eu le temps, ça faisait, déjà 7 ans que j'étais dans la vallée et donc je me suis dit: «Bah, c'est sympa mais il y a pas beaucoup de réussite quand même». Le taux de réussite est faible parce que justement les trucs qu'on essaie de faire, sont compliqués et le taux de réussite dans la vallée des startups, c'est entre 5 et 10. D'accord? Donc, qu'est-ce que je me dis? Je me dis: «Il faut en créer plusieurs». D'accord? Alors c'est idiot, hein, statistiquement parlant, c'est idiot, je me suis dit: «Il faut que je crée au moins 10 boîtes, qu'il y en ait une qui réussisse». Il y en a eu Bon, une. la meilleure façon de faire ça, c'est à l'époque, les incubateurs n'existaient pas. D'accord? C'était vraiment un truc qui n'existait pas trop, sauf un qui avait été fait par Paul Allen, un Un des fondateurs de fondateurs, ça Microsoft. Microsoft, ouais. Et donc Paul Allen avait créé un truc en 97-98 par là, qui s'appelait Interval, qui était le premier incubateur, connu. Et donc il met 110 millions de dollars dans le truc et il va chercher les meilleurs, les profs de Stanford, de Berkeley et cetera et il leur dit: «Les gars, vous avez carte blanche pour créer des boîtes et je finance l'incubateur, l'incubation de ces boîtes et je finance leur départ, en spin-off, donc en start-up». Alors très bien, c'est intéressant. Alors ça marche 2-3 ans, il fait ses trucs, tout ça. Et moi je regarde le modèle, je trouve ça intéressant, mais je trouve aussi que c'est un truc bizarre, d'accord? Donc en 2000, 1er janvier 2000, je dis: «Bah, je vais lancer mon propre incubateur», d'accord? Alors, je me dis: «Bon, j'ai pas 110 millions de dollars, mais par contre, je peux avoir 1 million de dollars, donc je vais lancer un truc que je vais appeler Bravo Brava». Le nom est à chier, hein, mais bon, c'est normal. Et c'est pas un Heu acronyme. c'est pas un acronyme, mais c'est pour célébrer le bravo, brava, bon bref. Et donc et on va faire un truc plus petit que Paul Allen donc, mais on va quand même, financer des projets, incuber des projets et puis les lancer. Et en 2001-2002, quelque chose comme ça, l'incubateur de Paul Allen, disparaît. En fait, après 17 projets, 17 échecs, il a pété 110 millions pour rien. Mmh. Et là, bah, ça se sentait, hein, ça se sentait. Et donc un des trucs que j'avais analysé, c'était super intéressant, mettre des sous, c'était bien et tout ça, mais il y avait un truc qu'il avait pas bien fait, je pensais, c'était il avait dit à ses gars: «Faites vos boîtes, vous partez dans les boîtes, mais si ça marche pas, vous pouvez revenir». C'est là qu'était l'erreur. Ah, Parce il y avait qu'il leur pas avait le donné vrai un risque. petit coussin, un parachute ou je sais pas comment on peut l'appeler. Ce qui fait que les gars, une fois qu'ils lançaient les boîtes, bah, ils étaient un peu tranquillou. Ouais, C'était pas vraiment à eux, il avait pas dans les tripes. il y avait pas le fire Et dans le donc stomach, quoi. voilà. Et donc dans Bravo Bravas, ce que j'ai dit aux gars, j'ai dit: «Les gars, une fois que la boîte qu'on va créer depuis Bravo Bravas est lancée, c'est la vôtre et vous revenez jamais. C'est même pas la peine d'y rêver». Et donc on a lancé, 5 boîtes. Il y en a 4 qui ont marché. Hem et donc voilà, donc et dans ces boîtes-là, il y a, ma préférée, alors c'est pas celle qu'on croit, qui est une boîte qui s'appelait Orb. Qui était une boîte thème de première, encore de première mondiale, un truc, incroyable, technologiquement incroyable.
Alors aujourd'hui, ça impressionne plus mais j'avais inventé ce qui s'appelait le place shifting. Donc c'était la première fois dans le monde, dans l'histoire de l'humanité, où on pouvait, de n'importe où dans le monde, sur n'importe quel device, regarder n'importe quoi, écouter, regarder, avoir accès à n'importe quel média. Et ça, bah, T'avais créé aujourd'hui, un peu avec vos plateforme de téléphones. streaming, c'est ça, en fait? Voilà, exactement. OK. Et donc, aujourd'hui, bah, vous avez ça sur vos téléphones, vous pouvez regarder CNN ou vos matchs Waouh! de foot et tout ça sur vos téléphones, c'est fastoche. Mais là, il faut se remettre en 2001, et en 2001, bah, ça n'existait pas, tout ça. Ouais. Et on a été les tout premiers, et j'ai la vidéo de ça, de où je regardais live CNN en haut de Yosemite, heu, qui était absolument impossible. C'était physiquement impossible, en fait. Et on a fait quand même parce que bon, on a réussi à faire c'était des tricks, hein, beaucoup de trucs. Mais c'était fabuleux. Et donc ce place shifting, on l'a, décliné à des centaines d'exemples, à travers Orb. Et on a eu avec Orb, 17 millions d'utilisateurs. Alors c'est pas beaucoup, mais parce que c'était compliqué, c'était très compliqué quand même. Et donc on a eu les 17 millions de geeks du monde, en fait. Et moi, ce qui me fait plaisir aujourd'hui, c'est que de temps en temps, les gens viennent me voir, ils viennent pas me voir pour Siri, ils viennent me voir pour Orb. Ils me disent: «Ah, je me rappelle de Orb». Oui, mais c'est des gros geeks là qui viennent me voir, qui me racontent de ça et qui me racontent ça. Et donc ça me fait super plaisir parce que technologiquement parlant, c'était Mmh. le plus gros défi incroyable. On jouait, on arrivait à jouer de la télé sur les Wii. On a enfin, je veux dire, c'était du grand n'importe quoi. On prenait n'importe quel device, c'était capable de te transformer en, récupérateur de stream, hein. Pirate, Et toujours. ouais, c'était un peu ça, en fait, hein. Et c'est vrai qu'au début, d'ailleurs, quand, le iPhone est arrivé en 2007, hem, on était les premiers à pouvoir streamer sur l'iPhone, alors que personne Oui. ne pouvait. Heu et heu et donc Apple l'a interdit au début. Donc en 2007, ils ont interdit le truc parce qu'on bouffait toute la bandwidth, hein, du mess. Donc mais c'était super marrant. Donc on a fait ça et Orb, c'était vraiment une performance. Et sinon les autres boîtes, c'était des boîtes d'apprentissage, des boîtes d'éducation. Donc une boîte pour les gamins pour qu'ils apprennent à lire, donc basée sur la reconnaissance de la parole, hein, parce que c'est quand même un peu ma spécialité. Et une boîte de reconnaissance de la parole aussi, mais qui, était pour l'apprentissage des langues. Donc c'était pareil, c'était la même chose, la même idée. Voilà, avec toujours, une connexion avec internet quelque part. Par exemple pour les gamins, et tu vois ce qu'on avait dit, bah, c'est super d'apprendre à lire avec, Toby et machin, truc, hein, mais rien à foutre. Adibou. C'est au bout d'un moment, tu vois? Donc ce qu'on avait proposé aux profs et pour l'apprentissage des langues aux gens, on leur disait: «Bah, vous allez pouvoir apprendre sur les textes de votre choix. Vous choisissez n'importe quel texte sur internet et on le vocifie». C'est-à-dire que vous pouvez maintenant le lire à haute voix et ça va vous donner la qualité de prononciation, de ce texte, quel qu'il soit. Attends, t'avais un speech to C'est un text speech to text, donc et qui te après qui est permet analysé, qui analysait. Et puis après tu avais un text to speech aussi parce que tu pouvais écouter évidemment comment il aurait fallu dire les mots si c'était pas donc il ta y avait une voix. synthèse vocale aussi. Il y avait aussi une synthèse vocale, bon qui était pas de très bonne qualité, hein, mais qui était quand même assez sympa, qui était suffisante pour que ça te travaille l'oreille. Donc c'était ça, c'était super, c'était vraiment sympa. Heu, on était dans 70 000 écoles aux États-Unis, enfin bon, c'était assez rigolo. Et voilà, donc c'est le genre de boîte qu'on a fait pendant 10 ans. Donc on a Et fait, à quel moment tu as rejoint les grands groupes? Parce que je sais que tu as travaillé chez Hewlett bah, Packard, au bout de 10 ans. Donc maintenant au on bout est de en 10 ans. 2010. Donc en 2010, donc en 2000 fin 2009, bah, hein, comme d'habitude. Donc on dit: «Bah, bravo, brava, on a bien fait les trucs, on a fait nos boîtes, on est content, c'est chouette». Tu les vends? Heu, on les a vendues, oui, toutes, Ouais. en fait, sauf une donc. Donc là, je me dis: «Bah, prochaine étape, j'ai envie d'aller dans les grands groupes» parce que bon, on a vu un peu comment c'était, et c'est quand même assez sympa de travailler pour
des groupes comme ça. Et là, Hewlett-Packard, c'est effectivement, alors là, une des boîtes mythiques de la vallée, hein, c'est une des origines qui ont fait la Silicon Valley. Et donc je rentre là-dedans pour faire exactement ce que j'adore, c'est-à-dire connecter les imprimantes. Les imprimantes n'étaient pas encore connectées à ce moment-là, d'accord? Là, on est donc en 2010. Et donc, je crée un truc qui s'appelle ePrint, qui est aujourd'hui Ouais. Ouais. sur toutes vos imprimantes HP, ben, c'est nous. Ah, donc, on a créé ePrint et donc on a connecté les imprimantes. On essaie de trouver comment vous faire dépenser le maximum d'encre en imprimant tous les jours des trucs qui arrivaient depuis Internet, hein, des mots croisés, des sudoku, des machins et tout ça. Donc, vous aviez un petit écran sur cette imprimante. Donc, l'imprimante devenait un petit ordinateur hein, qui se vous permettait de. Donc, c'était sympa, c'était rigolo. Donc, on a fait ça. J'ai fait ça pendant un an seulement. Parce que là, un truc m'a rattrapé. Donc entre-temps, Adam Cheyer, lui, il faisait autre chose, d'accord? Et puis, ils avaient décidé de prendre The Assistant et puis d'en faire une start-up, d'accord, en 2007. Et bon, ils étaient sur Android, c'était bon, compliqué tout ça. Et puis un jour, Adam vient me voir, il me dit, bon, on est voisins, on est toujours voisins. Il déménageait à Auckland, il a déménagé à Auckland, enfin bon, bref. Vous Donc, suivez. voilà. Et donc, un jour, il vient me voir, il me dit, écoute, je pense qu'on va vendre les idées, les brevets et tout ça de The Assistant, qui s'appelait déjà Siri à l'époque, à Steve Jobs. Alors, on n'était pas trop Apple, hein, nous. C'est-à-dire que Apple était dans le monde fermé. C'était justement le monde qui participait pas trop à ces choses de la Silicon Valley dont je parlais tout Mmh. à l'heure. Mais en même temps, il y a des trucs que tu peux pas refuser. Donc Steve Jobs décide d'acheter le truc et Adam me demande de venir, heu, lui comme CTO, moi comme CEO, entre guillemets, je m'en foutais en fait des titres, et donc de faire tourner la boutique en fait. C'est, cette petite quinzaine d'ingénieurs de la boîte Siri qui est acquise donc par Apple, qui est en stealth mode à l'intérieur d'Apple, hein. C'est-à-dire que maintenant Ouais. personne chez Apple Ultra sait que ça a été, confidentiel, voilà, donc ultra confidentiel, on fait rien. Et donc, bah, on grossit le groupe d'une quinzaine à 85 personnes en quelques mois. Et surtout, il faut tout faire de zéro parce qu'il faut passer du truc Android au truc iOS. Et puis, faut créer les serveurs, faut créer donc, c'est vraiment depuis les serveurs jusqu'au front-end. Parce que les serveurs chez Apple, il n'y en avait pas. Hein, donc, il n'y a pas AWS, il n'y a pas tout ça, hein, ça n'existe pas. Là, on est en 2011, 2010-2011. Et donc il faut créer de scratch des data centers pour pouvoir mettre ces choses-là, parce qu'il y avait de la musique, il y avait Apple Music, mais ils utilisaient un peu de streaming de musique. Il n'y avait pas de compute. Et donc il a fallu créer tout ça. On fait ça en un temps record, et le 4 octobre 2011, Siri sort. Euh, Et on passe, alors la boîte Siri, avec, enfin la start-up avait 180 000 utilisateurs. D'accord? d'accord. Donc 180 000 utilisateurs, c'est 100 fois Sur moins Android. que sur Android et c'est 100 fois moins que Orb, par exemple, d'accord? Donc c'était petit, hein. Mais bon, du jour au lendemain, on passe à 180 millions d'utilisateurs. C'était Alors dedans. c'est pas tout à fait pareil, hein, le truc pète évidemment, mais bon, on arrive à rattraper et tout Je ça. m'en souviens bien. Et donc mais ça passe relativement bien et puis après bon, ça augmente de plus en plus et aujourd'hui, il y a 500 millions d'utilisateurs, weekly, heu et bon, c'est du grand n'importe quoi, donc un demi-milliard de personnes qui utilisent le machin. Qui n'utilisent pas comme on avait pensé que les gens allaient utiliser évidemment, hein, mais qui utilisent quand même régulièrement avec des tâches plus simples que ce qu'on avait imaginé, mais c'est très bien, hein, ils utilisent, c'est essentiel, c'est ce que voulait Apple finalement et c'était Ouais. la vision de Steve Jobs, en fait, était la bonne. Parce que c'est lui qui a vraiment poussé à l'intérieur d'Apple pour faire, pour avoir ce truc-là, cette feature.
Parce que tous ces lieutenants, en fait, étaient cons. Ils étaient vraiment contre le truc, mais Jobs, bon, c'est Jobs. Et le truc rigolo ou pas, c'est que Steve Jobs est mort le 5 octobre 2011, donc le lendemain de la sortie de Siri. Et sa veuve a toujours dit qu'il attendait de voir le truc sortir avant de mourir. Voilà. Ça fait partie un peu de la légende. Mais voilà, donc, mais ça, c'était super intéressant. Et c'est quoi l'acronyme de Siri alors? Parce que tu as contribué au projet. Tu nous as dit que tu étais le roi des acronymes. SIRI, c'est un acronyme. Il y a des sites web qui font plein d'hypothèses, machin, ça. J'ai Et jamais donc, regardé. Je demande à on la laisse, source. on ne dira jamais, en fait. Ah, c'est un accord que tu as avec Adam de dire on ne Ouais, dira jamais? on ne Ok, dira jamais. d'accord, c'est trop bien. Donc ça fait partie de la urban legend, tu vois. Donc on laisse faire. On voit plein de trucs rigolos. Alors, une Qui- petite question. Est-ce que vous avez décidé de pas le dire parce que c'est inavouable ou est-ce que vous avez décidé de pas le dire juste pour créer de la légende? Non, je ne répondrai même pas à cette question. Ça viendra alimenter la légende. All right. Bon alors, Voilà. tu travailles Donc sur ce ça, projet-là. c'était Ça se ce vend. truc-là. C'était assez marrant. C'était bien d'avoir fait le truc du scratch. C'était bien d'avoir monté toute l'équipe, d'avoir monté toute la pipeline finalement pour faire ce projet. Donc ça, c'était vraiment chouette. Euh, Mais quand Steve Jobs meurt, Steve lieutenant était toujours pas très supportif du projet. Et donc je me retrouve avec un nouveau patron qui s'appelle Scott Forstall, que j'appelle gros con en général. Et donc Scott Forstall, évidemment, aime pas le projet, aime pas Siri. Euh, et, euh, et donc nous met les bâtons dans les roues, en fait. Alors, faut comprendre l'assistant, The Assistant de 1997. D'accord? Celui qui était la base des premiers brevets qu'on a avec Adam. Donc, la série de 1997, c'est 35 services. D'accord? Enfin, qu'il y a des D'accord. trucs que tu peux faire, plein de trucs avec. Tu peux lui poser des questions de débile mental, enfin, des trucs incroyables. Le Siri qui sort le 4 octobre 2011, il a 5 services. Ok, c'est mieux que zéro. Il sort. Le Siri d'aujourd'hui, il a à peu près 7 services. Et donc nous, notre objectif, c'était une fois qu'on a sorti le machin, c'était de faire des services, de faire agrandir le machin. Mais là, c'est là où tu vois les limites d'Apple, hein, les limites. Enfin, je ne crache pas sur Apple, moi, hein, parce qu'il y a plein de choses qui sont super bien, mais les limites d'Apple, c'est qu'Apple veut quand même tout contrôler. Pour des raisons qui sont des raisons de sécurité, des raisons. Enfin, bon, ils ont plein de raisons de le faire. Mais donc, ils veulent tout contrôler. On a vu ça avec Maps, par exemple. Hein, ils voulaient avoir leur propre map, parce qu'ils avaient marre de dépendre de Google. Et on a vu la débâcle du truc, hein, et c'est justement, on peut en parler parce que c'est aussi le 4 octobre 2011. Euh, enfin, c'est l'année d'après, en fait, c'est juste un an après, mais on va en parler si tu veux. Mais bref, donc ils veulent contrôler tous les services aussi. Ouais. Et donc, c'est juste pas possible, quoi. À un moment donné, quand tu fais des jolis devices, tu fais des jolis devices. Quand tu fais des services comme la musique, tu as cassé un peu les règles et tout ça, c'est intéressant, mais tu peux pas tout faire. Ouais. Et donc, ça devient très compliqué pour nous de pousser des services parce qu'on voulait faire des collaborations justement avec des services qui existaient, hein, des services d'achat de tickets de cinéma, de machin, enfin des trucs qui permettraient à Siri d'acheter directement tes tickets, tu vois, dans euh, l'application, et ça le ferait d'une manière très simple. Et donc, on n'a pas réussi. Et donc, en bout d'un an, on est parti. Et donc ça, c'était rigolo parce que quand on est parti, en fait, Scott Forstall s'est fait virer euh, parce que, alors pas à cause de nous, en fait, un peu parce que moi évidemment ça me dérangeait pas de lui mettre des coups de pied dans les fesses, mais c'est pas à cause de nous, il s'est fait virer à cause de Matt justement parce que c'était lui aussi qui avait Matt sous ses ailes
Et Maps, donc ça a été un désastre industriel parce que ça marchait pas du tout, quoi. Et pendant des années, ça a pas bien marché. Mmh. Voilà. Donc Et voilà, on donc c'était pas triste en fait pour nous, hein. On n'est pas malheureux. Non, mais Euh, justement, ce que j'allais dire, c'est que le fil conducteur de toute ta carrière et visiblement celle d'Adam aussi, c'est de prendre du plaisir et Bah oui. d'aller alors je sais pas si disruption est le bon terme, mais en tout cas d'aller où personne n'est jamais allé. Bah ouais, c'est le but du jeu, c'est l'innovation. Je veux dire, Oui, c'est ça. on est pas en train de dire: «Ah ouais, on est des innovateurs, on est des génies et tout ça», c'est Mmh pas mh. ce que je suis en train de dire. Mais on fait des trucs qui n'existent pas, c'est le but du jeu. Le but du jeu, c'est on pousse l'enveloppe, comme on dit, je sais pas si on dit ça en français, mais on pousse l'enveloppe un peu trop loin, d'accord? Parce qu'on fait des trucs qui sont pas possibles. Comme je dis, quand on fait des trucs qui sont pas possibles avec Orb et avec, et des choses comme ça, c'est vrai que c'était pas possible physiquement, Ouais, d'accord? ça 10 ans, 20 Mais ans, 30 ans d'avance à chaque fois. voilà. Et donc, mais Siri, quand tu réfléchis bien, donc c'était 97, donc les brevets, Mmh. ça sort en 2011, 14 ans plus tard, d'accord? Mmh. Donc ça prouve quand même une certaine, patience, qui m'étonnera toujours de moi-même. Résilience. Mais bon, voilà. Et donc du coup, on part et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, moi, je pars, où? Je pars chez Samsung. Parce que Samsung veut monter un labo, dans la Silicon Valley. Et donc, je dis Apple, Samsung, c'est rigolo. Donc, je vais aller faire chier, Scott Forstall. Je savais pas qu'il allait être viré encore à ce moment-là. Et je vais chez Samsung. Mais je vais pas pour faire la même chose que ce qu'on faisait chez Apple. Cette fois-ci, j'y vais pour reprendre mon autre amour à nouveau, qui sont les L'IoT? objets connectés. Ouais. Et donc IoT commence à être à la mode et Samsung, pour moi, devient une évidence parce qu'ils vendent 1 milliard d'objets par an. Une boîte qui vend 1 milliard d'objets par an et tu regardes les objets, ils sont pas connectés. Mais c'est débile, tu vois? Et alors donc j'avais, eu la chance de connaître le président de Samsung parce qu'en fait, là aussi entre Samsung et Apple, c'est un peu mélangé, hein. C'est-à-dire que le iPhone de 2011, c'est 70 de Samsung en composants, D'accord. d'accord? Donc en fait, le président de Samsung Composants est un gars que je connais parce que bon, on a l'occasion de se rencontrer. Et donc, quand je sens moi que je vais partir d'Apple, je commence à discuter un peu avec lui parce que je commence à avoir cette vision de vouloir connecter les objets Samsung. Un peu j'ai Et donc voilà, donc dès que je pars, il me dit: «Bah, vas-y, carte blanche». Et heu et donc il me laisse ouvrir ce labo, à dans la vallée, labo Samsung qui, va essayer de créer une plateforme qui va connecter ces objets. Alors, compliqué, hein, ça compliqué parce que les objets sont hétérogènes, et ils ont pas tous les mêmes OS, machin, tout ça. Enfin, c'est très, très compliqué, même s'ils ont la même marque, ils sont très, très différents. C'était un petit peu optimiste, hein. C'est-à-dire que j'avais dit, «En 2 ans, on va connecter tout ça». Bon, on a mis, 4 ans, 4 ans et demi, d'accord? Donc on a mis un peu plus de temps, mais on a connecté. Et aujourd'hui, sur notre plateforme, donc la plateforme qu'on a créée, pour Samsung, il y a des milliards d'objets connectés maintenant, d'accord? Et donc, bah, c'est la guerre des chiffres, hein, ça m'amuse, tu sais, oui. quand je retrace ce truc, Orb 17 millions d'utilisateurs, HP 85 millions d'imprimantes vendues en un an, après bon, 500 millions avec Apple et puis, bon, avec Samsung, on parle de milliards maintenant. Et Il y puis a chez pas Renault, tu as pas changé le volume, mais tu as changé la taille peut-être des objets. C'est Ouais, alors, là, ça va être difficile de passer le milliard chez Renault, hein, quand même, mais bon. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est pas pour comment on dit ça? Pour se non, non, faire non, c'est pas de mousser, l'ego, mais c'est mais ouais, ouais. c'est pas de l'ego, mais ça fait quand même plaisir de toucher la vie des gens. Parce que Ouais. quand, mon 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 motto, c'est: «Je fais des trucs pour les vrais gens». Et donc ce fameux robot que j'ai fait quand j'avais 9 ans, j'ai fait ça pour un vrai gens, c'était moi, d'accord? Et je considère que les technologies, les services, machin, ça, je les fais pour les vrais gens. J'essaye, alors des fois on fait des trucs qui sont pas tout à fait ce qu'on avait pensé, mais voilà, c'est mon but dans la vie et j'essaye toujours d'expliquer à mes ingénieurs, qui sont brillants, qui sont extraordinaires et tout ça, hem, qu'il faut pas faire de l'ingénierie pour l'ingénierie, mais qu'il faut faire de l'ingénierie pour des vrais gens.
Et le problème qu'on a, et un des problèmes qu'on a en tant qu'ingénieur, et moi aussi évidemment, c'est que des fois on veut faire des trucs jolis, machin, gna, gna, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire un truc qui marche pour les vrais gens. Voilà. Quel est le, alors tu vas chez Samsung et c'est après que tu vas chez Renault? Voilà, donc Samsung, pendant la pandémie, décide de fermer ses usines, mais ça tombait bien, ses usines, pardon, ses labos de recherche qui sont pas en Corée. Donc du coup, mais ça tombait bien, ça faisait pile poil 10 ans que je faisais des grosses boîtes dans la Silicon Valley. Et tu finissais quand même ta carrière entouré, toi avec tes chemises hawaïennes, entouré avec des gens qui sont en costume Ah, en foncé costume et chemise cravate, blanche. machin, et puis coréen, ça plaisante pas, tu Ouais, vois? c'est ça. Mais bon, et donc ça tombait super bien parce que bon, on plie le truc, je replace un peu les gens comme je peux au maximum, enfin bien, en fait. Et puis, je dis: «Bah, c'est quoi qu'est-ce que je fais après? C'est quoi les prochains 10 ans?» Et ben, je me dis: «Les prochains 10 ans, c'est 10 ans de grosses boîtes françaises». Et pourquoi? Parce que je commence à vieillir et je me dis: «J'ai bien profité, de ce que m'a donné la France. Bah, je vais rendre quelque chose à la France». Alors c'est un peu grandiose, bah, ça a l'air aussi d'avoir un ego surdimensionné là, le truc, mais c'est pas ça. C'est vraiment pour dire, bah, l'expérience que j'ai acquise pendant ces 30 ans dans la vallée, bah, je vais essayer de rendre quelque chose, de faire en sorte de rendre quelque chose à la France et donc j'ai regardé, à l'époque, alors l'automobile m'a toujours un peu intéressé, hein, c'est toujours un truc, c'est les vrais gens justement, ça c'est utile et puis je vois aussi, je me dis: «Quelle est la boîte qui en aurait plus besoin?» Peut-être parce qu'ils sont un peu dans le caca, hein, il faut être clair et Renault, au moment où je regarde, était un peu dans le caca. C'était après l'affaire Ghosn, machin, enfin c'était un peu compliqué. Un nouveau CEO que je connais pas, Luca De Meo et j'ai la chance de pouvoir le rencontrer. Un peu pendant la pandémie, c'était ça, hein, donc c'était un peu chaud, mais bon, on se rend compte, ça on va dire que le courant fait plus que passer, et le gars, en gros, me dit, «Bah, écoute, carte blanche». Je dis: «Bah, écoute, c'est très bien». Donc on va faire de l'IA, chez Renault, parce que moi, je veux faire que de l'IA, hein, je veux pas dire je fais pas des voitures, moi, j'y connais que dalle, hein, donc je vais pas donner des leçons à qui que ce soit. Je prends un titre, il va faire de la peine à personne, je vais pas prendre la place de quelqu'un. Je m'appelle, Chief Scientific Officer, ça a strictement rien à dire chez Renault. Création de Heu, poste. voilà, et puis, donc on crée un petit groupe, des petits groupes qui vont faire des trucs, ils vont bricoler, d'accord? Donc exactement ce que je fais d'habitude et donc bah, là, ça fait 3-4 ans maintenant, hein, donc ça commence à faire ouais, c'est ça, ça fait 4 ans. Heu et donc bah, on fait des trucs super rigolos, en fait. Heu, on a sorti, l'année dernière, une borne de recharge intelligente, dans le sens où, elle est capable de se recharger selon au bon moment. Alors ça a pas l'air très intelligent, on veut dire heure creuse, heure pleine, mais en fait, il y a des trucs à faire rigolos, surtout quand elle est bidirectionnelle. C'est-à-dire que ta voiture devient la batterie de la maison, potentiellement. Donc si le dimanche, tu décides de faire une lessive, ça va aller piquer dans la voiture au lieu de piquer, sur le secteur. Ça va te faire des économies parce que la voiture a été rechargée en heure creuse alors qu'en ce moment, tu es en heure pleine. Donc ça fait des économies, substantielles en fait, hein, on a calculé, bon, ça à vérifier encore, mais on a calculé qu'en gros, ça pouvait faire économiser 200-300 € par an, de faire des choses comme ça, donc c'est pas mal. Voilà, donc on fait une borne, bidirectionnelle. On a fait un truc qui est sorti là au mois de décembre, sur la nouvelle Renault 5. Alors on est très fiers parce que la Renault 5 est devenue, la voiture de l'année, 2025, depuis, donc c'est génial. On dit pas que c'est grâce à nous, mais on le pense. Non, c'est pas on ne pense pas vraiment, mais c'est vrai que j'espère qu'on a contribué un peu. On a fait un petit avatar rigolo qui est dans la bagnole, qui aide les gens, à comprendre ce que c'est qu'une voiture électrique, parce que c'est vrai que c'est un changement de paradigme. Donc il faut comprendre que, bah, le gaz, enfin l'essence, c'est pas pareil que l'électrique et donc il faut les aider et puis en plus, il y a des features sur cette voiture il y en a un peu partout donc ce petit, il s'appelle Renaud, R-E-N-O, il est là il est sur l'écran, il se balade, il te montre des features, il t'explique des trucs, il est réactif,
C'est-à-dire que il va répondre à tes questions, ferme la fenêtre, ouvre la fenêtre, mets la clim, etc., etc. Donc, il Ah, donc fait tu as l'interaction en machine aussi. donc tu as une interaction en machine, c'est avec la voix, hein, Ah donc il bah, comprend mieux que n'importe quel, reconnaisseur de la parole qui marche jamais dans les voitures d'habitude. Donc lui, il marche pas trop mal. Donc il est réactif et il est proactif aussi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sans t'emmerder, sans venir te faire la leçon, si tu es dans Paris et maintenant dans Paris, tu vois, tu es limité à 30 km/h. Si tu es à 35 pendant un petit moment, il va te dire: «Est-ce que tu veux que je te montre comment on met le régulateur de vitesse à 30?» Tu vois? Comme ça, tu vas pas choper une prune. Donc voilà, il est rigolo, il a une bonne bouille, il est marrant et il est sympathique, il fait des petites blagues et puis évidemment, il intègre les nouvelles technologies à la ChatGPT, donc tu peux lui faire raconter n'importe quoi, comme, le fait très bien ChatGPT. Voilà, donc voilà, c'est ça, on est assez fiers, on fait des projets comme ça, donc qui sont des projets d'IA, purement d'IA, mais qu'on essaie d'intégrer dans la voiture, mais pas que dans la voiture d'ailleurs, hein, parce qu'il y a des il y a des trucs qui sont ça s'appelle à l'extérieur de la voiture, c'est des trucs de perception pour pas que tu aies d'accidents, par exemple, ou moins d'accidents. Mais on fait aussi des trucs dans les usines, pour aider les gens, pour aider les robots, enfin, à pas tomber en panne, pour aider les gens à utiliser correctement les robots. Ou alors même maintenant avec ces IA génératives, dans n'importe quel corps de métier, que ce soit le designer, les achats, les HR, enfin n'importe qui, marketing, utiliser des outils, d'IA générative pour pouvoir faire mieux leur boulot. Pas forcément plus vite, d'accord? Mais, pour pouvoir le faire mieux et en conscience, pour pouvoir utiliser leur cerveau à eux, pour faire ce qui est vraiment la quintessence même de leur métier, pour laquelle ils vont être, encore meilleurs. et alors, tu as sorti un livre, début des années 2020, c'est ça? 2018? 2019, ouais, 2019. 2019, tu vois? Mmh mh. Janvier Qui 2019, s'appelle donc 2018, c'était bon. on avait sorti notre livre en même temps, je me souviens. Qui est «L'intelligence artificielle n'existe pas», aux éditions First. Bon, tu pas obtus parce que là, tu nous parles d'IA, donc tu as accepté Mmh. le terme. Qu'est-ce Non, que tu j'ai en pas penses accepté de le ces terme, en IA? fait. J'ai pas accepté le terme. Le problème, c'est que justement ce terme, le problème qu'il a, c'est qu'il amène des fantasmes. Et quand je dis que l'intelligence artificielle n'existe pas, ça veut dire que c'est ces fantasmes qui n'existent pas. D'accord? C'est l'intelligence artificielle de Hollywood qui n'existe pas. Évidemment que les intelligences artificielles existent déjà, je les mets au pluriel, d'accord? Je les mets au pluriel parce que, ces intelligences artificielles, c'est des outils, d'accord? Et ces intelligences artificielles, elles existent depuis longtemps. Parce que moi, j'en fais depuis 35 ans, si tu veux, donc évidemment qu'elles existent, j'en fais. Mais ce qui existe, c'est des trucs qu'il faut démystifier un peu. Il faut comprendre que c'est pas magique. Il faut comprendre que c'est pas Terminator. Il faut comprendre que c'est pas Her. Comprendre que c'est pas de la science-fiction, que c'est des sciences, que c'est des trucs qui sont des outils qui vont être utiles aux vrais gens pour des tâches particulières, d'accord? Et que par contre, l'intelligence artificielle de Hollywood, donc celle qui fait tout le temps bien, machin et tout ça, celle qu'on appelle en anglais AGI, Artificial General Intelligence, celle qui est cette intelligence artificielle générique générale. Celle-là, elle n'existe pas, elle n'existera jamais. Parce que c'est un idéal qui est impossible à atteindre. Et puis en plus de ça, c'est un idéal qui serait on essaie de se comparer à Dieu quand on fait ça, d'accord? Et donc, c'est une quête vaine, donc c'est complètement idiot d'essayer. Ça sert à rien du tout. Donc faisons des outils qui marchent, qui font des trucs très particuliers et qui vont vous aider dans la vraie vie, et arrêtons de faire les trucs que nous racontent Altman et autres Musk, qui racontent des conneries 24 heures sur 24. Ça t'arrive de les croiser? Ça m'est arrivé, ouais, là ça m'arrive de les éviter, là. Sinon, tu vas leur dire ce que tu penses et c'est pas forcément bon, c'est ça? Non, mais ils disent, de toute façon, c'est écrit, redit, partout, hein, donc ils savent que c'est pas mes potes, hein. Quand tu vas dans les entreprises ou que tu suis, parce que tu suis aussi des entreprises, c'est quoi l'erreur récurrente que tu vois? Bah, l'erreur, justement, c'est de penser que ces outils sont omnipotents et qu'ils vont tout faire et qu'ils vont pouvoir, remplacer, tous tes employés, tu vois? Il y a des boîtes, hein, C'est qui une ont bonne nouvelle. pensé ça. Tu te rappelles, au début des IA génératives, en janvier-février 2023, il y avait une boîte de pub, française qui a décidé de virer la moitié de ses créatifs. Alors c'était super, hein, c'était une super idée. Donc je crois qu'ils étaient 600 et ils ont viré 300 personnes et la boîte n'existe plus aujourd'hui.
parce que c'était une connerie monumentale. Donc, l'erreur, c'est de croire que ce truc est magique, justement, et de croire que ça va te remplacer, des gens. Ça va remplacer ou changer des tâches, d'accord? Ça va permettre aux gens d'être meilleurs, hein. C'est pour ça que moi j'aime bien appeler l'IA, en fait, l'intelligence augmentée. Mmh. C'est mon intelligence qui est augmentée par ces IA, par ces outils, et donc du coup, ça me permet juste de faire les trucs mieux, pas forcément plus vite, des fois plus vite, mais pas forcément plus vite, mais de meilleure qualité souvent. Mais surtout de me concentrer, encore une fois, sur les tâches qui sont plus humaines et pas encore automatisables. Ça ne veut pas dire que ça ne sera pas demain par des nouvelles IA, d'accord? C'est une évolution, c'est un truc qui existe depuis 70 ans, les IA, depuis 1956 officiellement. Et donc, bah, chaque vague d'IA, à chaque fois, c'est pareil. À chaque fois, on croit que ça va tout nous remplacer, que ça va être extraordinaire, que c'est GI, ouais. On est excité et à chaque fois, on se calme. Ça suit exactement la courbe de Gardner, tu vois? Donc, Ouais. on est Et en la bas, peur, on ça fait vendre. s'excite, on descend. Oui, c'est ça fait vendre. Et c'est pour ça qu'il y a des connards comme Musk et comme Altman qui survendent le truc parce qu'ils veulent juste ramasser du pognon pour leur boîte. Ouais. Et en fait, ils desservent, pardon, oui, ils desservent, oui, la cause, parce qu'ils promettent des choses qui sont pas vraies et qui n'arriveront jamais. Et donc, il y a les gens qui les croient deviennent déçus. Et c'est comme ça qu'on rentre dans ce qu'on appelle les hivers de l'IA, où les IA disparaissent parce qu'on leur a tellement attribué de capacités que bah, c'est décevant et les gens qui ont financé ça se disent: «Bah non les gars, il faut arrêter». On arrête l'hémorragie. Ouais. On a eu dans le podcast Frédéric Rayer qui a cofondé Fred et Farid, l'agence de pub. Et là, il a fondé aussi AI G-Nation. Et justement, alors Fred, c'est un vrai créatif dans le sens où il a fait croire à la France entière que Carambar allait remplacer les blagues par des règles de grammaire, par exemple. C'est passé dans toutes les chaînes de télé. C'est lui qui avait transformé pour Evian avec le bébé. Et il te dit que l'IA, c'est exactement ce que tu dis. C'est un outil, c'est un support, ça va augmenter, ça va faire gagner du temps, ça peut penser différemment, mais ça remplacera pas. Ah Donc, non, et si on parle de créativité, justement, il y a un truc, qui est super important pour moi, c'est que j'en peux plus. Les journalistes, en général, font souvent la bêtise de parler d'IA créative. On les a appelées IA génératives et les mots ont un sens. C'est des IA génératives parce qu'elles ne font que générer à partir de modèles de milliards d'exemples. Heu, la créativité reste du côté de l'humain, et là, ce qui est intéressant avec ces IA génératives, c'est que la créativité peut être exacerbée grâce au prompt. Parce que ça me permet, moi qui ne sais pas dessiner, qui ne sais pas utiliser Photoshop, qui ne sais pas utiliser les IA, machin, là, maintenant, je peux utiliser des IA pour exprimer quelque chose. Dessine-moi une vache verte sur la tour Eiffel. L'idée débile d'une vache verte sur la tour Eiffel. Je peux enfin avoir une vache verte sur la tour Eiffel qui est générée. Mais l'idée, la créativité de la vache verte sur la tour Eiffel, c'est moi qui viens de l'exprimer. D'accord? C'est ouais. pas l'IA qui a eu l'idée de cette vache verte sur la tour Eiffel. Bon, Luc, je me suis emballé, j'ai pas fait attention au temps, donc je vais passer à la troisième partie qui est le speed questionnaire. Donc, je te fais des propositions et tu me dis le mot qui te parle le plus. Café, thé, jus de fruits, Bon, au plat, aux gazeuse, gazeuse, matin, midi, soir, toute la journée. toute Je la vais te nuit. démonter ton truc, hein, je suis désolé. Java, Python, C++. C'est plus Lecture, cinéma, musique. lecture, Tu lis quoi comme livre, policier. D'accord. C'est ton moment Ouais, détente, coupure. ouais. Printemps, été, automne, hiver. Été, canicule, C'était ma question d'après. 20, 30, 40 degrés. 40. Travail au bureau, télétravail ou coworking. Europe, Amérique, Asie. Atlantique, Alexa, Siri, Google Home, autres. Syrie, iPhone, Samsung, Huawei, autres. iPhone, T'es sur quoi d'ailleurs? Parce que là, t'as des AirPods Pro, t'es sur iPhone, t'as un Mac? D'accord, t'es dans la suite.
Mais rassure-moi, t'as réussi à les craquer quand même. De quoi, les trucs, bah, ils les Le braquaient hardware. comme un malade à l'époque, mais Oui, bon, c'est ça. Allez, compliqué. Hardware ou software? software. Et dans les réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter, Instagram, autres? Enfin, X. Pas de réseaux sociaux, j'utilise LinkedIn parce que c'est le seul que j'utilise, mais je déteste les réseaux sociaux, les réseaux asociaux. Mmh. Et ben, c'était le dernier, tu vois. Je passe sur les 3 dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de lecture, de podcast ou une newsletter que tu aimes suivre? Bon, j'aime bien moi j'aime bien les podcasts, soit, autour de l'IoT, autour de home automation. J'adore, home automation. J'ai une maison, complètement automatique évidemment. Donc Tu tout fais toi-même à la maison? ouais, bien sûr, ouais. Ah bah, depuis 1999, j'ai 219 objets connectés à la maison et donc Donc Jamel, quoi. ça fait tout, non, ça fait tout seul, ouais, c'est super, c'est vraiment enfin, ça change la vie sauf pour mes gamins. Tu l'ouvres aux Heu, Journées du patrimoine? non, heu, mais heu Mais mes gamins, si tu veux, maintenant, quand ils vont chez des gens, enfin, quand ils étaient petits, quand ils allaient chez des gens, ils se demandaient comment on allumait les lumières parce que, chez moi, on n'allume pas les lumières avec des boutons, tu vois? Bon bref. Hem, ouais, donc les podcasts, j'aime bien Tech Café, comme podcast. Je sais pas si tu connais? Donc ça, ça pousse bien. Voilà et sinon, point de vue, lecture, bon, comme j'ai dit, c'est plutôt, les policiers, tout ça, je lis pas vraiment parce que le temps que les trucs sortent, quand c'est pas des lectures un peu, on va dire, un peu philosophiques ou qui sont un peu polémiques, hein, style mon bouquin, justement, on en parlait, hem, c'est pas assez à jour, on va dire, parce que ça le temps que les trucs sortent, c'est déjà obsolète. Et puis, si tu m'as dit quoi d'autre? Non, ou si tu avais une newsletter, mais là, on Je est bien déjà. Non. Est-ce que tu as un ami ou une connaissance que tu me recommanderais d'inviter sur le podcast? Ouais, je pense que si on veut parler continuer à parler d'IA et peut-être un peu plus de philosophie, mon prof, le premier prof d'IA, qui a eu, qui était, en France, donc quand je parlais des années 80 tout à l'heure, et de ses premiers cours d'informatique, enfin d'IA, en fait, c'était Jean-Gabriel Ganassia, qui est un philosophe slash, éthicien, de l'IA. Énorme. Éthicien? Non, c'est sur Éthicien, l'éthique, oui, tu veux dire? éthique, ouais. Ouais, l'éthique de l'IA. Et si on souhaite te contacter, quelle est la meilleure façon de s'y prendre? Bah, il faut avoir de la chance, en fait. Donc, À l'aéroport. voilà. Non, c'est peut-être ça, ouais. J'ai une dernière question qui était pas du tout prévue. Dans ta maison, c'est quoi l'usage que tu fais le plus? Le cas d'usage que tu utilises le plus dans ta domotique? Ouais, c'est, les volets connectés. C'est ce que je préfère parce que c'est ce qui est, le plus automatisable. J'ai beaucoup de fenêtres chez moi et donc, j'ai calculé un jour que si je voulais, vraiment, tous les matins, tous les soirs, ouvrir, fermer les volets, machin, tout ça, je perdrais à peu près 20 minutes par jour. Et là, quand c'est tout automatisé, donc j'ai une scène, par exemple, qui s'appelle l'aperitif scene, donc la scène apéritif. Quand j'arrive le soir, ça détecte, et donc j'arrive, ça ouvre les portes du garage, machin, ça enlève l'alarme s'il y a personne, et cetera. Et ça prépare la pièce, dans laquelle je vais avoir l'apéritif. Donc ça met, la cheminée, ça met la une lumière qui va bien, ça met enfin bon, ça prépare absolument tout et ça descend évidemment les volets pour, garder Des la shades. privacy et cetera, les shades, donc voilà, c'est mes jeux préférés parce que c'est vraiment le truc, tu vois, quand tu vas regarder un film, tu t'assieds sur le canapé pour regarder un film, ça va mettre les en fonction de s'il fait jour, s'il fait nuit, ça va descendre les shades et tout ça aussi. Donc c'est vraiment il y a beaucoup de scénarios très intéressants à faire avec les shades. Et tout ça en commande vocale. Pas forcément justement, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'IA. C'est en commande, tous ces trucs-là, c'est de l'orchestration. D'accord. Par l'IA et donc les objets se parlent entre eux, en fait, pas forcément en langage naturel, et ils se parlent entre eux pour pouvoir, optimiser au maximum, la scène, qui est en train d'être montée, en fonction de l'activité que tu as. Alors j'abuse de ton temps, mais à quand
les capteurs dans la voiture qui prennent les points de pression quand tu as un appel de quelqu'un qui te crispe et qu'il détecte que tu écoutes AC/DC et qu'après il voit que Il y a tu serres déjà les ça. fesses. Il y a déjà ça, tu sais, alors sur les fesses, il y a pas, mais par contre sur les pressions sur le volant, il y a, parce qu'il y a beaucoup de voitures maintenant qui sont de plus en plus, un peu autonomes, et donc ça détecte si tu gardes bien les mains sur le volant, et donc c'est un truc de pression. Donc il y a déjà plein de trucs qui existent. Il suffit maintenant de commencer à les détourner pour en faire autre chose que ce pourquoi ils ont été faits, et c'est ça qui est rigolo, c'est ça l'innovation. C'est ça le piratage. Luc, mille merci. Vraiment, c'était une discussion très inspirante. Hâte de suivre tes prochaines aventures, voir qu'est-ce que tu vas venir disrupter, innover dans le futur. Et à très très bientôt. Avec plaisir. Merci. Merci de nous avoir accordé votre attention et j'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter cet épisode sur Spotify et YouTube, mais également à vous abonner sur votre plateforme favorite. Vous pouvez également m'envoyer un message sur LinkedIn, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode.